va se faire par engagement volontaire. Le bataillon mixte est entièrement regroupé, c'est-à-dire que c'est la première fois où les Kanaks, les Tahitiens et les Créoles, puisque en créant le bataillon mixte du Pacifique, eh bien, on a fait une compagnie créole. Donc à ce moment-là, ils sont tous réunis pour cette bataille-là. C'est une bataille qui a lieu entre juillet et octobre. Donc ils sont toujours rattachés à un régiment d'infanterie, hein, ils ne sont jamais seuls. Alors, bon, je peux vous donner un petit peu de détails si vous voulez. Après, on peut regarder hein, sur Internet, chercher les numéros des régiments. Le 164e régiment d'infanterie, le 365e régiment d'infanterie. Et à partir de début août, donc le moment où les batailles sont très très importantes, il est rattaché au 418e régiment d'infanterie. Donc il prend part aux nombreuses batailles qui ont lieu, dont celle du plateau de Pali, près de Soissons. Un affront, c'est une appartenance d'une ethnie à la terre. On dit dans la Gironde, par exemple, dans la campagne, ce sont des indigènes. C'est celui qui appartient à la terre. Voilà. Ensuite, bon, il faut dire que l'appel fait par les chefferies, dont la dame a bien analysé tout à l'heure, c'est fait un petit peu de façon différente. Aux îles, je suis de souche marienne. Et à Marie-aux-Îles, Loyauté et à l'île des Pins, il y a deux religions, catholiques et protestantes. À ma connaissance, il n'y a jamais de conflit de religion pour ceux qui sont partis engagés dans la guerre 14-18. Hein? Je n'ai jamais. Mon père, quand il est revenu, il a fait la Somme et la Marne, il n'a jamais parlé, bien au contraire. Ils s'étaient unis, comme il le dit, c'est une tradition chez eux, unis comme au front. Voilà. Il n'y a jamais eu de conflit. Il y avait des conflits par la suite avec les missionnaires catholiques et les teachers protestants. Et ça, c'est un autre problème, c'est pas le nôtre. C'est pas la question d'aujourd'hui. Alors, donc, je rends hommage à tous ces gens-là, et je vais vous dire avec une certaine émotion que le cousin Calépo, j'ai brûlé son cimetière sans connaître qu'il était là. Voilà. Merci. Alors, vous m'excuserez, tout à l'heure je vous ai expliqué que l'armée désignait sous le nom de créole et sous le nom de français. Et j'ai oublié de dire que l'armée désignait les indigènes de Nouvelle-Calédonie sous le terme de Kanak. Et ça s'écrivait C-A-N-A-Q-U-E à l'époque. Le mot mélanésien n'est arrivé que longtemps après. On ne parlait pas de mélanésiens. On parlait donc d'indigènes de Nouvelle-Calédonie. Alors, il y avait des petits mots aussi, hein, dont peut-être que vous vous souvenez de ces mots-là. On disait les babao. C'était un mot qui était utilisé. J'ai trouvé ça dans les lettres des créoles, justement. Et babao, ça semblait être un mot assez gentil, finalement, hein, pour désigner... Babao, kaouin, c'était plutôt pour nous. Kaouin, oui. Voilà. Franchement péjoratif. Alors, franchement péjoratif, bien sûr, pour celui qui était comme ça, mais du côté des créoles, ben non, c'était leur copain, donc on l'appelait comme ça. Alors, donc, le mot kanak, ça n'a rien de péjoratif non plus. Hein. C'est le mot que l'armée utilise pour désigner les indigènes de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont les missionnaires qui ont apporté l'évangile dans les régions. Mais dans les îles Loyauté, ce n'est pas la France, c'est les teachers, c'est les Polynésiens, sont nos frères, ce sont des Océaniens, et repris par le Kanak. Par les Kanaks, ils ont continué jusqu'à Nouvelle-Guinée. Donc, voilà. Peut-être les autres raisons, peut-être d'autres. Mais, quoique les raisons, moi je quand même rends hommage à tous ces vieux qui sont partis, sans connaître la guerre, tout ça là. Mais ils sont quand même partis pour défendre une cause, pour sauver une nation, un peuple. Et je crois que ça doit être quelque chose d'extraordinaire pour nous aujourd'hui. Voilà, la première remarque. La deuxième remarque, pourquoi la France a mis du temps pour, comme le cas de Pacalepo ou d'autres, pour refaire venir les corps. Parce que c'est le devoir de la France de ramener.
Et non, c'était pas la loi. Pardon, madame. Bon, parce que ça n'était pas écrit, mais pour nos Kanaks, il faut que la France ramène. Et s'il y a encore d'autres qui sont là-bas, il faut ramener chez eux. Dans notre culture, c'est ça, il faut qu'ils soient dans leur propre pays. Ils ont fait un devoir extraordinaire pour mourir pour la France. Le cas de Tiga, c'est le trois personnes. Mais Tiga, combien de personnes? Il y a quelques personnes, mais Tiga a donné. Et on est fiers, nous, les jeunes de Tiga, que nous, tous nos vieux, quelques vieux Tiga sont partis pour une cause et pour sauver la nation française. Merci. Juste, là encore, il ne faut pas faire d'anachronisme. C'est-à-dire que penser que les corps doivent revenir dans les villages, dans les cimetières familiaux, etc., c'est une pensée qui a commencé juste après la guerre. Mais elle n'était pas pour les colonies. Parce que le problème pour faire revenir un corps, alors il y a des lois, hein, la loi de 1915, elle interdit d'aller sur les champs de bataille ou dans les cimetières proches du front, bon, pour des raisons évidentes. Ensuite, à partir de 1922, on a une loi 1919, pardon, une loi qui va autoriser la recherche des corps. Et puis 1922, les lois qui vont définir les conditions. Alors, le problème, c'est qui va payer? Il y a des familles qui sont riches et qui, depuis d'ailleurs longtemps même, sont allées sur les champs de bataille ou dans les cimetières, ont récupéré leur corps sans rien dire, ont ramené le corps chez eux. Alors, le principe était de dire, monsieur l'a rappelé tout à l'heure, unis comme au front. Eh bien, il fallait rester unis dans la mort, comme on nous avait mis, hein, comme on avait mis les soldats lorsqu'ils étaient tombés, c'est-à-dire avec leurs camarades sur les lieux où ils étaient tombés. Alors, c'est quelque chose après, effectivement, qui a changé assez rapidement parce que les familles, quand même, chrétiennes, hein, tiennent à avoir un endroit où se recueillir, et pas seulement un cénotaphe, mais un endroit où il y a effectivement les restes du soldat qui a été tué. Alors, et m'humilier devant l'institution, la province sud, les élus qui sont là, les papas, les responsables d'église, pasteurs, François Okira, Cloanir, avec tous les élus ici, et aussi avec les historiens qui m'ont formé. Donc je vous demande de ne pas trop me massacrer, Christian Douillère avec Lambanou et puis Yvette, donc tous ceux qui nous ont formés et qui ont essayé de nous apporter toutes ces méthodes pour pouvoir analyser un peu mieux avec les grands frères ici qui sont ici. Donc je m'abaisse encore, une machin avec Pierre, mais chaud comme une counille. Donc Paolani m'a contacté par rapport à ce travail qu'il faudrait faire pour la jeunesse. Donc je ne suis pas le spécialiste de cette période. Le spécialiste c'est bien Sylvette. Et quand elle a énuméré tous les centres d'archives qu'elle a été, j'espère que je vais réussir à le faire un jour parce que c'est un gros travail. Donc félicitations, et puis félicitations aussi à tous ceux qui ont fait ce travail-là. C'est un travail très lent, fastidieux. Moi je vais essayer de parler de ce thème, de comment avancer, comment regarder vers demain après un traumatisme. Et donc, pour parler de ce thème, je vais essayer d'aborder sur 3 points. Donc, les jeunes, on va essayer de travailler ensemble ce soir sur cet aspect du traumatisme. Donc, je vais juste rappeler encore ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut rappeler qu'à cette époque de la Première Guerre, on est sous le système de l'indigénat, donc un système inégalitaire dans tout l'ensemble colonial français. Il n'y a que deux endroits, on va dire, où il y a le système de l'indigénat. Donc il y a la Nouvelle-Calédonie et il y a l'Algérie. Et donc je vous invite aussi à regarder les travaux d'Isabelle Merle qui a travaillé sur ce sujet de l'indigénat. Système inégalitaire, c'est-à-dire que bon, c'est inégalitaire pour la France qui a justement déclaré les droits de l'homme et du citoyen. En Calédonie, c'est un système inégalitaire, avec des gens qui ont le droit de vote, etc., et d'autres qui ne l'ont pas. Et donc ce système inégalitaire, il va devenir égalitaire à un moment où voilà, il faut chercher des gens pour aller à la guerre. Et donc on va s'appuyer sur les chefferies. Donc je ne veux pas parler des chefferies de la Grande Terre, puisque je ne suis pas trop aussi spécialiste de cet endroit, mais je vais juste parler des îles, parce que Pékalepo, il est de Tiga.
Péwanir, il a dit tout à l'heure que c'est... aux îles Oyoté, on rappelle qu'il n'y a pas eu la spoliation foncière. C'est-à-dire que les terres n'ont pas été récupérées pour faire de l'élevage, etc. Puisqu'elles ont été déclarées aussi, on va dire, impropres à l'agriculture, etc. Donc, dans les chefferies des îles Oyoté, les choses n'ont pas réellement bougé. C'est les Blancs, entre guillemets, qui sont aux îles, ce sont les missionnaires, les pasteurs, qui sont là juste après aussi nos frères teachers polynésiens qui sont arrivés dans les années 40, que vous connaissez tous, Tatayo Taniela, Fao, etc. à Lifou. Et donc, à l'appel des chefs, donc là, je pense qu'il y a un travail aussi à faire, parce qu'il y a beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons, comme disait Madame Sylvette Boyer, il y a beaucoup de raisons. Il y en a qui veulent aller, parce que voilà, ils veulent tout simplement sortir de l'île. Pour nous, aujourd'hui, jeunes, c'est facile, on prend un billet Arcal ou on paye le bétitio, puis on sort. À l'époque, dans le système de l'indigénat, il y a une des règles qui dit que si vous devez sortir de votre tribu, après 20 heures, il faut demander l'autorisation aux gendarmes. C'est l'une des règles, par exemple, du système de l'indigénat. Donc à ce moment-là, il y a aussi plein de jeunes qui peuvent se dire, on veut aller voir ailleurs. Si j'ai bien compris, et là il faudra me corriger, pour Pépé Kalepo, voilà, il a dû prendre à un moment donné la place de son frère qui venait de se marier. Voilà. Donc je vais insister sur ça, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait l'administration, etc., qui était là depuis 1800, mais dans les tribus, il y avait d'abord le système, on va dire la culture politique kanak. C'est-à-dire que le papa, la maman, etc., et puis on va dire toute la vie quotidienne d'un kanak qui était vécue à ce moment-là, donc la naissance, le décès, le mariage. Et si on prend l'exemple de Pépé Kalepo, voilà, il a pris la place de son frère pour aller à la guerre. C'est un élément important. C'est un élément important puisqu'il s'est sacrifié et puisqu'il va revenir seulement cette année. Sacrifié entre guillemets. Mais voilà, il a quand même pris part à un fait historique important de l'humanité. Et j'espère qu'on ne va pas arriver en ce moment à la Troisième Guerre mondiale parce que c'est assez chaud en ce moment. Mais je l'espère qu'on ne va pas arriver là. La première guerre a été un traumatisme énorme. Pour eux d'abord. Il faut savoir qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, etc. Donc ils ont été là-bas, ils ont vu des choses. Donc le premier point que je voulais dire, c'était le traumatisme général, chez tous les Calédoniens. Quand vous voyez quand on étudie à l'école, on voit les tranchées, etc. Et la boucherie qu'il y avait dans ces tranchées, il faut se dire que quand tu viens de ta petite tribu où il y a, on va dire, il y a quasiment plus de morts par guerre, les dernières guerres, elles ont été abolies entre guillemets par les missionnaires. Et là, il y avait des milliers de morts en une année. Il faut dire que les Calédoniens, à ce moment-là, ils étaient solidaires. Vous me corrigez aussi, Madame Boyer, si je dis des bêtises. Mais c'est vrai que quand on s'éloigne de la Nouvelle-Calédonie, il y a toujours une solidarité. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, on était étudiants, moi j'étais étudiant, on s'éloigne, solidarité avec les Tahitiens, les Wallisiens, les Javanais, etc. Quand on revient, chacun revient de sa communauté. Et je pense que c'est quelque chose qui n'a toujours peut-être pas beaucoup changé depuis la guerre. Et c'est important de savoir connaître notre histoire, puisqu'on est en train de construire notre avenir. Et si on ne connaît pas bien notre histoire, on peut partir dans des situations un peu difficiles pour nous les jeunes. Rappelons que c'est l'année prochaine, la fin de l'accord de Nouméa, 2018. Et donc c'est un moment important à passer. Et ça fait 100 ans aussi qu'il y a eu la fin de cette guerre. Traumatisme général chez tous les Calédoniens, avec des scènes effroyables. Là aussi, toutes les communautés et les forces de l'Empire subissent ce traumatisme. Les gens là-bas, Madame Boyer a beaucoup parlé de l'engagement, elle a beaucoup parlé aussi des faits de guerre, c'est-à-dire qu'on va combattre ici, il y a tant de morts, etc. Il faut savoir qu'il y a des scènes de vie quotidienne, c'est-à-dire que les gens comme le vieux Kalepo, ils arrivent là-bas, ils ont aussi une culture. Donc elle a relaté aussi tout à l'heure, ils ont remarqué que chez les Kanaks, ils sont solidaires, ils sont guerriers. Ils n'arrivent pas comme ça, ils arrivent aussi avec une culture de solidarité, une culture basée sur l'humanisme, c'est-à-dire que l'entraide. On doit faire ensemble une grande pirogue, il faut s'entraider. On va à la guerre ensemble, on s'entraide. Hein, c'est un point important.
puisqu'il y a aussi, on va dire qu'il y a des règles à respecter en matière de guerre, il y a une hiérarchie, mais les gens, ils arrivent aussi avec une culture et ils démontrent aussi là-bas des connaissances, à mon avis. Ils ont démontré des connaissances par rapport à l'organisation sociale qu'ils ont, par rapport aux solidarités qu'ils développent dans les tribus. Le deuxième traumatisme, c'est le traumatisme spécifique, entre guillemets, aussi aux Kanaks. C'est-à-dire que les Kanaks, ben voilà, il y a une administration qui leur demande d'aller guerroyer pour la France, et il y a beaucoup qui étaient fiers d'aller guerroyer pour la France, mais il y a aussi ce traumatisme-là, un double traumatisme, c'est-à-dire qu'ils subissent l'indigénat, et aussi là-bas, ben, le traumatisme de sortir de cette tribu. Les jeunes, maintenant, dans nos tribus, vous voyez qu'on n'a plus beaucoup de jeunes pour faire les cases, on n'a plus beaucoup de jeunes pour aller au champ. Les grands-parents, les papas, là, ils ont du mal à trouver des jeunes pour aller faire les travaux quotidiens. Je pense qu'à cette époque-là, le traumatisme, il était là aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi une part de la population, et Tiga, c'était pas très grand à mon avis. Au niveau des populations jeunes, Madame Boyer, elle a dit aussi tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de maladies. Donc les gens qui étaient aptes à servir, ils n'étaient pas nombreux. Donc un traumatisme par rapport aux gens qui vont partir